Bienvenue sur Sénégal 221. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous dès maintenant ou devenez membre de la chaîne pour accéder à des contenus exclusifs et bénéficier d'avantages uniques. Merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être là. L'actualité exige parfois que l'on prenne un peu de recul pour vraiment saisir les forces invisibles qui façonnent un pays. Et aujourd'hui, le sujet qui s'en pose, il capte l'attention de toute la sous-région et même bien au-delà de nos frontières. Complètement. Alors, il faut se replonger un instant en avril 2024. Les rues de Dakar, de Ziguinchor, de Saint-Louis vibraient vraiment au rythme d'une ferveur populaire rare. Tout ça porté par un seul et même slogan. Diomaye Moïse Sonko. Un slogan très puissant, oui. Exactement. Ce mantra qui signifie littéralement que les deux hommes ne font qu'un, c'était pas qu'une simple trouvaille de campagne, c'était un contrat politique inédit, la promesse d'une rupture systémique totale qui a littéralement propulsé l'actuel exécutif au pouvoir. Mais le paysage a radicalement changé depuis. Voilà. En ce premier trimestre de l'année 2026, le sommet de l'État sénégalais traverse une zone de turbulence institutionnelle assez vertigineuse. Derrière les sourires de façade officielle, la machine grince. Et pour décortiquer cette mécanique complexe, sans jamais prendre parti, bien sûr, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes, disons, la voix analytique de référence pour relier ces points cruciaux de la géopolitique et de l'économie africaine. C'est très gentil. Et le plaisir de l'analyse est toujours au rendez-vous. Ce qui se déroule actuellement sous nos yeux, au Sénégal, en fait, c'est un véritable cas d'école en sciences politiques. On ne parle pas de petites querelles, là. Non, pas du tout. On ne parle pas de simples frictions de couloir ou de désaccords ministériels mineurs. C'est une redéfinition totale, structurelle, et parfois même d'une grande brutalité, du pouvoir sénégalais. Les dynamiques à l'œuvre touchent à la survie même du modèle de gouvernance actuel, Un modèle très tiraillé. très tiraillé, entre des impératifs économiques internationaux implacables d'un côté et une base militante qui exige l'application d'un souverainisme pur et dur de l'autre. Et c'est exactement cette tension fondamentale qu'on va disséquer aujourd'hui. L'objectif de notre émission, c'est de comprendre les véritables moteurs de cette fracture grandissante entre le président de la République et son Premier ministre. Commençons peut-être par la dimension presque psychologique de cette crise. Le bris du mythe, en quelque sorte. Voilà, le mythe brisé. Comment est-on passé d'une fraternité politique qu'on décrivait comme fusionnelle, d'un don de soi total en 2024, à cette réelle politique extrêmement froide en moins de 2 ans? Visuellement et politiquement, l'asymétrie est devenue flagrante. Et c'est le mot. D'un côté, on a un président obligé d'enfiler le costume sur mesure de l'homme d'État pour rassurer les banquiers internationaux, et de l'autre, un Premier ministre qui semble avoir gardé le mégaphone des meetings de campagne. Cette image du costume face au mégaphone, elle résume parfaitement l'impasse. L'exercice du pouvoir, ça agit toujours comme un puissant révélateur, et très souvent comme un miroir déformant pour les alliances qui ont été forgées dans l'opposition. C'est-à-dire que le passage à la présidence change la donne. Dès l'accession à la magistrature suprême, cette asymétrie de posture, elle était inévitable. Le président est devenu, par définition constitutionnelle, le garant de la continuité de l'État. Il doit incarner le consensus, apaiser les tensions et surtout maintenir la crédibilité du Sénégal face aux partenaires bilatéraux. Et face aux investisseurs. Exactement, des investisseurs étrangers qui ont horreur de l'incertitude. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, a conservé son ancrage militant, très viscéral. Il demeure le gardien du temple idéologique du parti. Il porte la voix de la base. Oui, une base qui exige des actions radicales immédiates, sans concession. Et cette différence de cahier des charges a transformé une fraternité de combat en un véritable choc des temporalités et des méthodes, surtout face à la lourdeur de l'appareil d'État. Cette évolution était peut-être prévisible, mais il y a toujours un moment précis où les choses éclatent au grand jour. La transition de la simple discorde interne à la crise publique, elle s'est cristallisée fin 2025. Avec l'épisode de la coordinatrice, C'est ça. Le limogeage d'une coordinatrice de coalition, suite à une décision présidentielle, ça aurait pu n'être qu'un détail administratif au fond. ça aurait dû l'être. Pourtant, c'est devenu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, notamment avec ce communiqué retentissant du bureau du parti majoritaire, le PASTEF. Ah oui, et la portée de cet événement est colossale. Quand le bureau du parti publie ce communiqué, il ne se contente pas de faire part d'un petit désaccord. Non, c'est un recadrage en règle. Il désavoue publiquement et formellement le président de la République. Le texte affirmait, en substance, que le chef de l'État n'avait aucune légitimité pour s'ingérer dans les affaires internes et l'organisation de leur alliance politique d'origine. C'est un séisme. Politiquement, c'est un séisme
absolue. C'est la première fois que l'opinion publique nationale comme internationale assistait à un recadrage aussi ouvert, direct et institutionnellement agressif du locataire du palais par son propre camp. Le vernis a craqué, hein. Le vernis de l'unité inébranlable et de la soumission du parti aux décisions présidentielles a littéralement explosé en plein vol ce jour-là. Mais un parti qui recadre son propre président, pour quiconque connaît un peu l'histoire du Sénégal, ça donne une sacrée impression de déjà-vu. C'est impossible de ne pas penser à la crise majeure de décembre 1962. L'ombre de l'histoire, oui. On retrouve presque trait pour trait la même tension structurelle. Un exécutif tiraillé entre un président modéré qui joue la carte de la diplomatie et un chef de gouvernement qui veut renverser la table sur le plan économique. Le parallèle historique est troublant. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde. L'histoire politique sénégalaise a cette tendance fascinante à bégayer face au même dilemme institutionnel. Comment Swasté-2 ? En décembre 1962, le jeune État indépendant expérimentait un exécutif à deux têtes qui a fini par imploser. D'un côté, le président Léopold Sédar Senghor, modéré, diplomate, très soucieux de maintenir des relations stables avec l'ancienne métropole et d'ancrer le Sénégal dans un réseau de partenaires internationaux rassurants. Et face à lui, Mahamadou Dia. Le président du Conseil, Mamadou Dia, lui portait une vision de rupture économique radicale, un socialisme autogestionnaire et un souverainisme complètement intransigeant. Les deux visions ne pouvaient pas cohabiter. La cohabitation était impossible. Ça a mené à un affrontement brutal et in fine à l'emprisonnement de Mamadou Dia. Aujourd'hui, les acteurs et l'époque ont changé, mais le squelette de la crise est identique. C'est la tension entre la volonté de rassurer les marchés et celle de bouleverser l'ordre établi. Ce qui nous amène directement à analyser la mécanique actuelle. Ce fameux bicéphalisme de fait, c'est un paradoxe absolu. Sur le papier, les rôles sont très bien définis, mais dans la pratique, l'équilibre des forces est complètement inversé. Totalement. L'interrogation centrale aujourd'hui, en 2026, elle est vertigineuse. Qui tient véritablement les rênes du pouvoir ? Est-ce la plume qui signe les décrets officiels au palais, ou est-ce la figure qui mobilise des centaines de milliers de personnes et qui contrôle l'appareil politique ? C'est la question fondamentale de la théorie politique moderne appliquée au Sénégal. Si l'on s'en tient à la Constitution, le cadre est limpide. Le président a tous les pouvoirs légaux. Il concentre des prérogatives immenses. Il détient le pouvoir légal exclusif de nomination aux plus hautes fonctions civiles et militaires. Il définit la politique de la nation. Et il a la légitimité suprême des urnes. Mais le Premier ministre a autre chose. Toutefois, le Premier ministre possède quelque chose de beaucoup plus volatile et au quotidien de politiquement supérieur. Le capital politique brut, il bénéficie d'une légitimité populaire vibrante presque organique avec la base et il exerce un contrôle absolu sur la machine électorale du parti. Donc le légal face au politique. Nous sommes face à un système en tension permanente où le pouvoir légal institutionnel fait face à la force de frappe politique. Et faire cohabiter ces deux pôles sans provoquer un court-circuit, honnêtement, ça relève presque de la haute voltige constitutionnelle. Et c'est précisément pour naviguer dans cette complexité institutionnelle où les alliances se font et se défont à une vitesse folle que l'accès à une information vérifiée et instantanée devient crucial. Pour tous ceux qui cherchent à comprendre ces dynamiques au quotidien, il est vraiment indispensable de s'appuyer sur des sources fiables. C'est essentiel, oui. C'est tout l'intérêt de consulter régulièrement Sénégal221.spin, qui s'impose comme le site d'actualité sénégalaise incontournable, tout en offrant une marketplace très pratique pour toutes les petites annonces. Une très bonne ressource. Mais pour en revenir à notre sujet, cette fracture politique, elle n'aurait peut-être pas éclaté avec une telle violence sans un catalyseur majeur, un véritable électrochoc. L'économie. Exactement. Parlons de l'économie. La volonté initiale de transparence absolue s'est transformée en une véritable bombe à fragmentation sur les marchés internationaux, avec cette découverte sidérante de 11 milliards de dollars de dettes cachées. L'économie, c'est incontestablement le révélateur le plus impitoyable de cette crise. À son arrivée, le nouveau gouvernement, fort de sa promesse de reddition des comptes, a lancé une vaste campagne d'audit des finances publiques. Ce qui était attendu par les électeurs. L'intention politique était claire et tout à fait légitime. Faire l'inventaire complet et dénoncer les éventuelles dérives de l'administration précédente. Mais les conclusions ont créé un effet domino complètement désastreux. Sur les marchés surtout. L'annonce publique de passifs non déclarés s'élevant à plus de 11 milliards de dollars, ça a peut-être satisfait une exigence de transparence interne, oui. Mais sur la scène financière internationale, ça a été perçu comme une alerte rouge écarlate. Les investisseurs ont fui.
Les investisseurs détestent les mauvaises surprises comptables. C'est la règle numéro 1. Les obligations sénégalaises sur les marchés internationaux ont immédiatement dévissé. La prime de risque a explosé. En voulant assainir le terrain politique, le gouvernement a, de façon involontaire, ruiné le crédit financier du pays. Et c'est qu'une onde de choc dont les répercussions ne sont pas restées virtuelles. Parce que les conséquences de cette révélation ont provoqué une réaction en chaîne foudroyante. Particulièrement du côté des institutions de Bretton Woods. Le FMI n'a pas tardé à réagir. En 2024, la sanction est tombée. Le Fonds monétaire international a gelé un programme de financement d'une importance capitale. On parle d'un montant d'1,8 milliard de dollars. Ce qui est énorme. Et ce n'est pas qu'une abstraction mathématique, c'est une véritable asphyxie pour l'économie réelle. Absolument. Geler 1,8 milliard de dollars pour une économie en développement comme le Sénégal, c'est l'équivalent de couper l'oxygène à un patient en soins intensifs. Ce programme du FMI, c'était la clé de voûte du budget de l'État. Concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Sur le terrain, cette suspension s'est traduite par une paralysie immédiate des grands chantiers d'infrastructure. Les entreprises du BTP ont dû ralentir, voire stopper complètement leurs activités. Ça entraîne des licenciements massifs, du chômage technique. Et un impact sur la jeunesse. L'État, privé de liquidités, peine à financer les projets créateurs d'emplois, laissant une jeunesse extrêmement demandeuse sur le bord de la route. Parallèlement, pour compenser ce manque à gagner, la pression fiscale augmente ou on réduit les subventions. Ce qui crée de l'inflation. Une inflation galopante qui frappe de plein fouet le pouvoir d'achat des ménages. L'orthodoxie comptable a un coût social exorbitant. Ce qui place le chef de l'État devant un choix d'une brutalité inouïe, c'est le dilemme du prisonnier poussé à son paroxysme. Tout à fait. D'un côté, il y a la nécessité absolue de débloquer ses fonds pour empêcher le pays de sombrer économiquement, et de l'autre, la pression politique écrasante de son propre camp qui refuse toute concession. Comment on navigue entre le marteau du FML et l'enclume du souverainisme militant porté par le Premier ministre? C'est l'essence même de la tragédie politique. Pour rassurer le FMI et les marchés, le président n'a pas d'autre choix que d'imposer une cure d'austérité, de valider des coupes budgétaires et de promettre une gestion orthodoxe stricte. C'est la condition sine qua non pour réactiver les décaissements. Mais le camp d'en face ne l'entend pas de cette oreille. Or, cette posture est perçue par l'aile dure du gouvernement et par le Premier ministre comme une trahison pure et simple de l'idéal souverainiste. Pour eux, courber l'échine devant les bailleurs de fonds internationaux, ça revient à renoncer à l'indépendance économique qui a été promise aux électeurs. Le choix est impossible. Le chef de l'État doit donc choisir, soit sauver la signature et la trésorerie du Sénégal au risque de fracturer définitivement son alliance politique, soit maintenir le bras de fer idéologique au risque de précipiter un défaut de paiement et un chaos social. Et cette incertitude macroéconomique, ces turbulences entre l'État et les bailleurs, ça génère une anxiété palpable bien au-delà des cercles politiques. L'impact psychologique sur la diaspora et les acteurs privés, il est immense. Dans des moments de grande volatilité comme ça, la sécurisation des acquis devient vraiment une obsession. C'est un réflexe économique tout à fait naturel. Face à l'instabilité de la dette souveraine et aux fluctuations possibles de la monnaie ou des politiques fiscales, le capital cherche immédiatement des valeurs refuges. L'immobilier, par exemple. L'immobilier en particulier. Ça devient la valeur tangible par excellence pour protéger ses investissements face aux tempêtes politiques. Et c'est exactement cette quête de sécurité qui pousse massivement la diaspora sénégalaise et les investisseurs privés à chercher des piliers solides. Et c'est là qu'une plateforme comme immobilier221.com prend tout son sens. Tout à fait. Pour ceux qui ont besoin d'investir de manière éclairée, de suivre les annonces et l'actualité du secteur avec précision, c'est vraiment le portail de référence incontournable. Mais revenons à notre échiquier politique, car la chronologie s'est gravement emballée. Oh oui, les choses se sont précipitées. Nous sommes arrivés à ce point de non-retour qui a été acté le samedi 7 mars 2026. Le président a posé un acte d'une portée symbolique et stratégique immense. Il a lancé sa propre coalition, nommée judicieusement Diomaye Président. Un tournant majeur. C'est bien plus qu'un changement de nom, on est d'accord. C'est la création d'un véritable bouclier politique. Coalition le 7 mars, c'est vraiment l'événement fondateur de l'émancipation présidentielle. Le chef de l'État, acculé par les exigences continuelles de l'appareil de son parti d'origine, a franchi le Rubicon. Comme le disait un avocat célèbre récemment, l'analyse de Maître Abdoulaye Tine, oui. Elle résume parfaitement la manœuvre. Il dit « Une coalition de conquête n'est pas une coalition d'exercice. La machine qui a permis de gagner l'élection n'est plus du tout adaptée pour gouverner dans la tempête. » Il devait s'isoler.
En créant sa propre structure, le président se forge une assise politique indépendante. Il s'affranchit de la tutelle directe de son Premier ministre et tente de rassembler autour de sa personne, et non plus autour du projet originel radical, des forces plus modérées et institutionnelles capables de soutenir son mandat. Et c'est une déclaration d'indépendance qui, très logiquement, a déclenché une contre-attaque fulgurante. Le leader du parti majoritaire a vu rouge face à cette tentative de lui soustraire l'appareil d'État. L'ultimatum n'a pas tardé. Les menaces ont fusé. Ce qui frappe le plus, c'est que cette guerre de tranchées ne se déroule plus du tout dans le secret des bureaux capitonnés. Les menaces de quitter le gouvernement ont fait la une de toute la presse. La rupture du huis clos, elle est consommée. La dynamique de crise a totalement changé de nature en devenant publique, en effet. En proférant des menaces ouvertes de démission si la doctrine souverainiste est diluée dans cette nouvelle coalition présidentielle, le Premier ministre utilise l'arme de l'opinion publique. Il prend les gens à témoin. Il prend les citoyens à témoin. Ce n'est plus une négociation d'État confidentielle, c'est un rapport de force médiatique. En exposant ainsi la menace de faire chuter le gouvernement dans l'intérieur, il tente de paralyser l'initiative présidentielle. En montrant que le président a besoin de lui, En montrant que sans sa caution populaire, l'exécutif s'effondrerait. C'est une stratégie du port du gouffre qui est extrêmement périlleuse pour la stabilité du pays. mais tout ce tumulte, toutes ces manœuvres, pointent inexorablement vers un seul et même horizon, la bataille pour le trône. La fameuse élection. L'élection présidentielle de 2029. C'est l'ombre qui plane sur absolument chaque décision prise aujourd'hui. L'ambition présidentielle du chef du gouvernement est intacte. Mais, et c'est un grand mais, le chemin vers le palais est jonché de mines juridiques. Le statut de son éligibilité, oui. Malgré la loi d'amnistie de mars 2024, son éligibilité reste un immense point d'interrogation. Surtout avec les arrêts très ambigus de la Cour suprême en 2025. C'est une véritable poudrière juridique. Le calendrier électoral de 2029 est la clé de voûte invisible de l'actuelle crise. L'amnistie votée en mars 2024 a eu le mérite d'apaiser un climat insurrectionnel, c'est vrai, et de permettre la transition démocratique. Mais ça n'efface pas tout. Non, car en droit constitutionnel et pénal sénégalais, amnistier des faits ne purge pas automatiquement toutes les conséquences liées aux condamnations passées, notamment concernant l'inscription sur les listes électorales. La Cour suprême n'a pas aidé à clarifier. La jurisprudence de la Cour suprême de 2025 n'a pas tranché le nœud gordien de manière définitive. Le Premier ministre sait très bien que son avenir politique, sa capacité même à se présenter, repose sur des fondations juridiques fragiles. Des fondations qui pourraient s'effondrer si le pouvoir exécutif ou judiciaire décidait d'adopter une lecture stricte des textes. Et face à cette incertitude juridique, la réponse politique, elle, a été frontale. Lors de ce grand rassemblement massif au Grand Théâtre de Dakar, la déclaration a résonné comme un défi absolu lancé aux institutions. Rien ne peut m'empêcher d'être candidat. Exactement. Cette phrase, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est une démonstration de force pour rappeler que, quelle que soit la lecture des textes de loi, la machine de guerre électorale est prête à se déployer dans la rue si nécessaire. C'est l'essence même de la stratégie de la pression maximale. En prononçant cette phrase devant une foule en délire, le leader politique lance un avertissement clair au président et aux magistrats. Il transforme une question de droit pur en une question de maintien de l'ordre et de légitimité populaire. Un coup de pression gigantesque. Le message sous-jacent est sans aucune ambiguïté. Toute tentative d'invalidation juridique sera considérée comme une déclaration de guerre politique et traitée comme telle par la base militante qui, on le rappelle, reste en état d'alerte permanent. Le défi était monumental. Mais la réplique du chef de l'État a été, je dirais, d'une froideur chirurgicale. Ah oui, le fameux Ndegou. Lors du Ndougou présidentiel de février 2026. Ce moment du rejeûne, qui est traditionnellement un espace de rassemblement de concorde, le ton était glaçant. La phrase prononcée a acté la fin définitive de la solidarité. La candidature de Sonko en 2029 ne m'engage pas. En quelques mots, tout est dit. Le lien organique a été publiquement tranché. Cette séquence est d'une violence institutionnelle rare, même sous ses airs policés. Lors d'un événement symbolisant l'unité, le président de la République coupe officiellement le cordon ombilical. Il prend ses distances. En affirmant que cette candidature ne l'engage pas, il se libère de l'obligation morale ou politique de faciliter le destin de son Premier ministre. Plus encore, en tant que président en exercice, il se positionne de facto comme un candidat naturel à sa propre succession pour consolider son bilan.
Chacun sa route. C'est la confirmation froide, lucide et totalement assumée que leurs trajectoires sont désormais parallèles et potentiellement concurrentes. Ce face-à-face, il met aussi en lumière un choc abyssal au niveau de la communication. On assiste à la cohabitation de deux styles aux antipodes. Le jour et la nuit. D'un côté, le costume institutionnel, mesuré, en quête de consensus, et de l'autre, une communication extrêmement offensive, directe, pensée pour la viralité sur les réseaux sociaux. C'est une équation de gouvernance presque schizophrénique. C'est fascinant car en politique, la forme dicte souvent le fond. La communication présidentielle vise l'apaisement, la rationalité économique et la synthèse. Elle s'adresse aux chancelleries, aux diplomates, aux marchés financiers. Alors que l'autre camp, La communication du Premier ministre, elle, est dans l'affect, la rupture, l'invective parfois. Elle s'adresse aux algorithmes et à la ferveur urbaine. Ces deux modes opératoires s'annulent mutuellement en fait. on ne peut pas faire les deux en même temps. L'un essaye d'éteindre l'incendie financier pendant que l'autre souffle allègrement sur les braises de la contestation populaire. Gouverner efficacement dans ces conditions de dissonance cognitive permanente, c'est un défi immense. Tout ce décryptage qu'on vient de faire met en lumière une réalité vertigineuse. Le Sénégal traverse une épreuve démocratique intense. Le pays est littéralement écartelé entre les injonctions de l'orthodoxie financière internationale et les aspirations brûlantes d'une base populaire assoiffée de souveraineté. C'est un test pour les institutions. C'est le destin de toute une nation qui se redessine au gré de cette fracture au sommet de l'État. Il faut garder à l'esprit une réflexion fondamentale face à cette situation. Lorsque la survie d'un État commande de renier les promesses de rupture qui ont précisément fondé sa légitimité populaire, le contrat social est gravement menacé. C'est une loi de la politique. L'histoire institutionnelle nous l'enseigne cruellement. Un navire avec deux capitaines finira toujours par sombrer si l'un s'obstine à regarder les étoiles pendant que l'autre scrute les récifs. Tôt ou tard, l'État devra choisir son cap exclusif. Une perspective qui invite vraiment à une observation très attentive pour les mois à venir. L'engagement et la curiosité de ceux qui nous suivent sont essentiels pour faire vivre ce débat. Que l'on s'abonne à la chaîne, que l'on laisse un commentaire pour partager sa propre lecture de ces événements complexes, chaque interaction compte pour élever le niveau de l'analyse. Merci de nous avoir suivis. Pour rester connecté au développement en temps réel, le réflexe reste bien sûr Sénégal221.sn, l'outil indispensable de l'actualité continue. Et pour ceux qui préparent l'avenir avec pragmatisme, immobilier221.com est le repère solide qu'il faut consulter. Gardons tous cette soif de comprendre les rouages subtils qui font tourner le monde et continuons ensemble à décrypter l'actualité africaine. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.